Coucou tout le monde, du coup c'est Capet exceptionnellement masterclass sans Picsou, il rentre chez lui demain. Gros programme aujourd'hui, on n'était pas là pendant 2 semaines, on a un peu abusé j'avoue. Non, en fait il y avait la majeure partie de l'équipe Coin Academy qui était à l'étranger. On a commencé avec un petit voyage à Singapour pour 2 conférences, la Token 2049 de Singapour, le Solana Breakpoint qui se sont enchaînés l'une après l'autre. On a eu plein de side events en même temps. Donc on en a beaucoup profité avec les copains. Niveau business, c'est probablement l'événement le plus productif qu'on a jamais vu du côté du Token 2049. Côté Solana aussi, c'était le meilleur Solana Breakpoint comme à chaque fois niveau business. Je vous en parlerai juste après. Mais c'était quand même moins business focus que Token 2049, on va pas se mentir. Et ensuite, on a bougé à Bali. Et là, c'était vraiment ambiance vacances. Donc je ferai une petite parenthèse dessus, mais on va surtout parler de crypto aujourd'hui. Donc j'ai regardé le marché, mais de loin pendant un certain temps, et je me suis resynchronisé vraiment avec le marché ces derniers jours. Donc il y a quand même pas mal de choses dont je vais pouvoir vous parler aujourd'hui. On va pouvoir parler du coup de ces conférences, hein, ce qu'on en a retenu, ce que je suis en train de comprendre aussi vis-à-vis du marché, parce que le marché est en train d'évoluer très positivement, je sais, je dis régulièrement ça, mais je pense que là, on va avoir un vrai déblocage des performances qui va se faire sous peu. Donc ça, je vous en parlerai. On fera le point aussi sur les différents talks de Solana Breakpoint. Je ne les ai pas tous regardés, mais il y en a des très intéressants. Donc je vous mettrai des liens en description pour ceux qui m'écoutent sur YouTube pour les intéresser. On parlera de Frankendancer aussi, qui est le nouveau client sur Solana, qui va énormément débloquer les performances sur Solana, mais aussi pour les différents rollups qui utilisent la machine virtuelle de Solana pour l'écosystème Ethereum. On fera un point sur la ZK Compression. Voilà, donc on va beaucoup parler de Solana, on va parler aussi d'Ethereum bien entendu, on va parler de Starknet, de Polygon Maiden, de hardware, bref, de plein de choses. Allez, c'est parti. Donc déjà, je vous propose de revenir un petit peu sur ces conférences pour démarrer. Si vous m'écoutez sur YouTube et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire bien entendu. Et on va commencer avec une petite vidéo de 2 minutes qui montre un petit peu le token 2049. Donc ça devrait pas vous casser les oreilles normalement. Allez, c'est parti. Fuck yeah, Token 2049, look at this place. Token 2049, Singapore, it's been absolutely amazing. Il y avait vraiment un monde incalculable. 20 000 personnes. Very happy to be back in Singapore, happy to be at Token 2049. It's great to be back home at Token 2049, Singapore. This is me, Iggy Azalea. I'm here at Token 2049, and I just wanted to say thank you so much for having me. So great to see so many friends. 20,000 people are going through this event. Solana loves Token 2049. I'm so glad I'm here. Singapore, 2024, 25, we're doubling it. Super excited to be here at this event with our amazing partner, OKX. This is the marquee event in Asia, and you can see it. Everybody who matters is here. Token 2049, don't die. Les after parties, c'était de la frappe. On s'est régalé. Singapour, magnifique. J'ai trop kiffé. Franchement... Ah, j'ai encore ces problèmes de saturation micro, je m'en excuse, je vais le reculer un petit peu alors. T'es monté là-haut? Ouais, on est monté, je sais plus comment ça s'appelait, je crois c'est la vie ça s'appelle. Mais c'était vraiment un truc de ouf. Alors attendez, je remets la cam. Je voulais donc vous montrer un petit peu... parce que c'est pas évident de retrouver des belles images qui mettaient en avant l'événement, alors que l'événement il était vraiment sensationnel. Alors juste, j'ai mon fond vert qui me troll un petit peu, non? 2 secondes. On va corriger en temps réel la régie. Voilà. Plus propre comme ça. Du coup, donc, ouais, 20 000 personnes, un nombre incalculable de projets de très bonne qualité, que ce soit des exchanges. Attendez, je remets un peu de son. Voilà. Des exchanges, des layer 1, des layer 2, toutes sortes de protocoles. Vraiment, niveau biz, c'est du jamais vu. Pour nous, ça a été vraiment très productif. Il faut qu'on se synchronise avec l'équipe cette semaine. Donc, ça va être très bon.
Vous êtes un petit peu trop curieux, les gars dans le chat, donc je ne vous répondrai pas. Vous êtes bien trop curieux. En tout cas, ouais, c'était vraiment, vraiment lourd. Et, et du coup, j'ai grave kiffé. Donc voilà, des journées où on mangeait comme des rois. Il y avait vraiment toutes sortes de business. Des wallets aussi, on a parlé avec, comment ça s'appelle SafePal, je crois. Alors je me permets de parler de SafePal, on n'a rien signé avec eux, machin, donc d'accord. SafePal qui est une solution wallet, j'ai pas encore ouvert la boîte. On arrive au stand avec 0x Leroux, donc qui est community manager de Coin Academy, qui s'occupe aussi des news, etc. Comme d'hab, donc on leur parle, qu'est-ce que vous faites, on se présente, nous c'est Coin Academy, nanana, nanana. Direct, la nana qui gérait le stand, elle dit attendez, ok, je vous présente la patronne. Là, on a la patronne de SafePal, donc c'est une nana qui a l'air de vraiment, vraiment toucher niveau business. Laisse tomber. Elle fait ah, vous êtes un média et tout. Nous, on a vraiment envie de toucher le marché européen. Franchement, après la conférence, faut qu'on parle et tout. Elle nous donne 3 SafePal, un pour moi, un pour 0x Leroux et un à faire gagner. Donc, je crois que c'est Leroux qui l'a récupéré. Faudrait que je l'appelle Alex, le pauvre, au lieu de l'appeler Leroux, mais c'est son pseudo. Et vraiment, c'était choquant. C'est-à-dire que. Donc, c'est mon avis personnel. Quand tu fais des conférences en Europe, tu as toujours les anglophones, donc américains, anglais, etc., qui sont en mode. Ouais, les gars, c'est bien, on reparle après la conférence. Mais tu sais, ils sont un peu en mode, ouais, c'est le charbon. Des fois, presque, tu te dis, qu'est-ce qu'ils foutent ici, tu vois. Et en fait, qu'est-ce qu'il raconte ce fou malade. Et du coup, oh, le chat, il me jette de fou. Et du coup, t'arrives en Asie, et peu importe à qui tu parles, dès qu'ils sont un peu impliqués dans le projet, ça va trop vite. En mode, prends mon contact, on reparle, machin. Ils sont vraiment impliqués, ça parle pas pour rien dire, ça va trop vite. Donc vraiment très kiffant. Donc en résumé, Token 2049, c'est vraiment une conférence pour les gens qui font du business ou qui sont vraiment acteurs ou qui sont gros investisseurs. Tu as des panels avec différentes personnes, hein. Je les ai pas regardés, donc je pourrais même pas vous dire si... Attends, elle a coupé le son? Ou c'est moi qui ai plus le son? Ouais, elle a coupé le son. Arrêtez, je vous en supplie, arrêtez pour le replay, arrêtez. Ensuite, du coup, ouais, donc très focus business. Et nous, pour le coup, niveau business, je pense que c'est l'événement le plus productif qu'on ait jamais fait. Alors, tu vois pas trop d'images, mais il y avait des stands partout. Il y avait du monde partout. T'avais des trucs pour faire du sport, pour faire de l'escalade, t'avais du paddle, t'avais... Franchement, il y avait tout. On a payé les entrées, ouais. On a payé les entrées. C'est au Solana Breakpoint qu'on a été invité en tant que média. Donc je vous propose d'enchaîner directement sur la partie Solana Breakpoint. Donc sur la partie Solana Breakpoint, juste je fais une petite parenthèse. Ce qui a été bien aussi, c'est qu'il y avait tout le temps des side events. Donc Picsou et Hugo de notre équipe Sales sont allés sur certains sides. Nous on est allés à d'autres sides. Je suis allé chez Pic Network. Picsou il a vu Hyperliquid, on a vu GRVT qui est un deck sur zk-sync, on a vu vraiment v'là le monde, et à chaque fois les events ils étaient pixels, il y en avait même trop en fait, hein. Singapour est très cher, ouais, c'est un petit peu plus cher que Paris, donc ouais, il faut quand même un petit peu de budget quand t'es là-bas. Voilà. Donc ensuite Solana Breakpoint. Alors Solana Breakpoint, moi vous connaissez un gros bandeur de Solana, cependant j'ai été vraiment impressionné dans le sens où tout avait du sens en fait. Tout avait du sens. Alors je sais pas si j'aurai des belles images pour vous montrer ce que ça donnait. On va regarder un petit peu sur YouTube si on trouve. Ouais, c'est surtout des panels, mais t'as pas... Apparemment, il n'y a pas encore de vidéos d'after party ou de trucs comme ça qui sont présentés. Mais en gros, t'avais deux types de panels. T'avais le left curve et le right curve. Donc le left curve, ça va être vraiment tout ce qui va être toucher le retail, application, trucs qui parlent à tout le monde. Et le right curve, on va être vraiment sur des trucs pour les développeurs, des trucs côté infra, des trucs côté finance, côté paiement. Donc il y en a pour tous les goûts. Et à ce sujet-là, vous pouvez aller sur la chaîne de Solana. Vous avez playlist, et dans playlist, vous avez justement soit les right curves, soit les left curves, soit tous les talks. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est ce que j'ai commencé à faire, c'est que dès qu'il y a un titre qui vous parle, bah vous cliquez dessus, vous regardez un petit peu le nombre de vues. Dès que ça dépasse les 1000 vues, c'est que généralement ça a bien marché. Et vous essayez de vous enchaîner ça et vous allez apprendre plein de trucs. Donc je les ai pas tous regardés, mais par exemple, j'ai noté... Qu'est-ce que j'ai noté? Il y en a un sur le monde des startups qui est vraiment bon. Je vous le mets en description, je vous mets dans le chat tout de suite. En fait, à la base, c'est un projet...
Hivemapper, c'est un projet d'Epine sur Solana qui sert un petit peu à mapper le monde comme Google Maps, comme Apple Maps, etc. Et visiblement, ils mappent beaucoup plus vite que Google et ils revendent les données directement à des entreprises. Et ils disent que les 10 plus grosses entreprises de mapping mondial, dans les 10, il y en a 3 qui bossent avec eux. Donc déjà, il y a une vraie utilité à ça. Et moi, à la base, j'étais venu pour regarder le projet d'Epine. Et en fait, il se trouve que le gars, il va bien au-delà de présenter son projet Hivemapper. Il nous fait une vraie presse sur le monde de la startup, où il nous explique que post-Covid, on a imprimé beaucoup de monnaie, les startups, elles ont envoyé beaucoup d'argent, pas les startups, les VC, etc., envoyé beaucoup d'argent dans les startups. Et que après ça, il y a eu l'augmentation des taux, que ça a séché à peu près tout le monde. Et c'est ce qu'on peut voir ici, hein. Tu peux voir qu'en 2021 il y a eu un nombre d'investissements pas possible et après ça n'a fait que chuter justement parce que l'argent magique s'est arrêté. Donc il explique tout ça. Ensuite il compare ça avec l'année 2010 où tu as eu le boom de Uber, de Airbnb, etc. avec des VC qui ont craché de l'argent. Il prend l'exemple de Uber qui a mis 17 ans à devenir rentable. 17 ans. Donc il explique, voilà, c'est expliqué ici, hein. Typiquement Uber fondé en 2004. Voilà, moi je ne connaissais pas Uber en 2004. Hein. Ah non, pardon, c'est Tesla. Pardon, c'est pas Uber, c'est Tesla. Et qu'au final, Tesla a mis 17 ans à revenir. Il explique que dans le monde d'aujourd'hui, un VC n'a pas envie de devenir rentable au bout de 17 ans. Donc il faut qu'on s'adapte. Il faut que la finance s'adapte. Donc il explique tout ça. Je vous remets le lien en description. Voilà, j'ai pas vu ton message. Ah ouais, pas où surfer une Bitcoin. Je suis pas allé surfer une Bitcoin, donc je peux pas vous dire. Voilà, donc ce talk là très intéressant. Ensuite il y a une explication de Firedancer et de Frankendancer avec Kevin Bauer que je ne connaissais pas mais qui est un vrai crack. Alors il a pas de Twitter ce mec là, mais attention le crack. Déjà tu as sur son LinkedIn, ça annonce un peu la couleur. Donc quelqu'un de spécialisé dans tout ce qui va être informatique à bas niveau, réseau, engineering, etc., etc. Voilà, qui bosse aujourd'hui depuis 14 ans pour Jump Trading LLC, qui est à la base une boîte spécialisée dans le trading et qui s'est aussi spécialisée dans la partie crypto et qui est du coup à la manœuvre de la création du client Firedancer, qui est, vous le savez, un client qui va booster les performances de Solana. Et en fait, dans sa conférence de 20 minutes, il explique tout. Alors je vous fais un TLDR, mais je vous invite vraiment là aussi à la regarder. Je vous mets le lien en description, je vous mets le lien dans le chat. On fera peut-être même une vidéo dédiée sur ce sujet-là. Mais en gros, le TLDR, c'est on avait Solana qui est sorti avec le client Agave parce qu'il fallait sortir quelque chose de vite. Et c'est pour ça que Solana est un réseau bêta de base. Mais il connaissait déjà les limites de performance et elle se faisait surtout au niveau du réseau. Donc pas forcément le consensus, pas vraiment l'exécution, mais vraiment comment propager les paquets dans le temps et dans l'espace au niveau des validateurs. Et donc, ils ont commencé à prendre contact avec les développeurs du premier client Solana qui s'appelle Agave. Et ils se sont dit, bon on va refaire un nouveau client totalement from scratch, en C, et on va documenter tout ça. Et en fait, la grosse problématique, c'est que, voilà, on connaît Ethereum qui a plein de clients, de consensus, d'exécution, etc. Et puis le reste de l'écosystème des cryptos, en général, tu as un seul client. Donc Solana a un seul client. Tu as Jito aussi, mais en fait Jito c'est un fork d'Agave où ils ont rajouté un mempool, mais c'est la même base, c'est le même client. Et donc ils ont dit, la problématique déjà c'est comment transformer un protocole de crypto-monnaie qui a un seul client en un protocole multi-client sans générer des bugs, des trucs pas voulus, etc. Donc Firedancer, le projet a commencé en 2022, il s'était donné à peu près 2 ans pour que ça sorte, et là ça fait 2 ans, et ça sort en grande partie. Donc il nous fait toute la roadmap de tout ce qui a été fait, voilà, étape par étape. Donc les démos qui ont été présentées où t'avais que des transactions simples, où il n'y avait pas le consensus, etc. En fait, ensuite le concept d'ajouter du hardware FPGA pour accélérer les transactions par seconde, parce que pour le moment, toutes les blockchains de smart contracts, que ce soit Ethereum, Solana, Sui, etc., c'est toujours la même architecture. C'est un serveur, donc un PC avec un processeur, de la RAM. Parfois, on peut te parler de carte graphique, mais en réalité, personne n'utilise vraiment les cartes graphiques. Donc, c'est processeur, RAM, SSD. Et donc, tu peux avoir une limitation au niveau de la partie cryptographie, donc génération de preuves, vérification de preuves cryptographiques, etc., de signature, notamment. Et donc, c'est là où rentre le game des FPGA. Donc, j'irai plus en détail à ce sujet-là après. Mais déjà, j'en avais parlé dans la formation Bitcoin gratuite de Coin Academy. Quand vous tapez formation Bitcoin, on est numéro 1 parce qu'on est les plus beaux, les plus forts. Non, je rigole. Voilà, formation Bitcoin. Dans la partie mineur et no Bitcoin.
je vous parle justement du hardware, en vous expliquant que tout début de Bitcoin, on minait au processeur, après, grâce à CUDA et donc à la parallélisation des calculs, on est passé sur des cartes graphiques, ensuite, on s'est spécialisé sur des ASIC, et en général, les ASIC, on les construit à partir de FPGA. Donc, les FPGA, ça va être, on va dire, des coprocesseurs qui sont spécialisé dans certains types de calculs, mais qu'on peut quand même remodeler. Là où un ASIC, en fait, on injecte un programme dans le hardware et après, le hardware, il fait que ça et tu peux pas mettre à jour le hardware, tu es obligé à chaque fois de changer directement ton ASIC, alors qu'avec du FPGA, des GPU ou des CPU, tu peux construire un logiciel différent pour exécuter tes tâches. Et donc, ce qui va se passer, c'est que aujourd'hui, un PC classique, un PC gamer, vous avez donc processeur, RAM, carte graphique. Une carte graphique, c'est quoi? C'est un type de processeur, on peut appeler ça aussi un coprocesseur, qui est spécialisé dans certains types de calculs. Souvent, c'est des calculs graphiques ou des calculs liés à l'intelligence artificielle. Surtout les GPU Nvidia qui vont de plus en plus dans le sens de l'intelligence artificielle, puisqu'ils ont rajouté des composants dédiés à l'intelligence artificielle, les Tensor Core. Et donc, comme on a de plus en plus ce besoin en cryptographie, eh bien, on va avoir un nouveau type de composants, donc soit des FPGA, soit des trucs encore plus spécialisés qui s'appellent des VPU. Alors les VPU, je les ai notés normalement dans mes... Je vous en ai parlé d'ailleurs dans des anciennes émissions. Mais les VPU, voilà, c'est une nouvelle sorte de processeur qui va arriver. Et t'as bien boost le micro, je suis désolé les gars. Si ça vous casse les oreilles, je suis désolé. J'ai pas envie de régler mon micro maintenant, donc on va rester comme ça. Et donc ouais, je vous disais, Fabric Cryptographie, donc c'est une entreprise spécialisée dans les VPU, ils ont levé 33 millions de dollars avec deux gros VC, donc Blockchain Capital et OneKeyX, et avec énormément de partenaires, et c'est hyper intéressant, on retrouve du Eigenlayer, du Polygon, avec Polygon Midden qui va être un vrai concurrent de Starknet pour faire en fait de l'ALVM basé sur la techno ZK. On a Aztec aussi, en layer de ZK. On a Genshin, donc là c'est plus pour du Depin. Modulus, il me semble, c'est pour de l'intelligence artificielle liée à du ZK. Zama, donc pour du FHE. Bref, tout ça pour vous dire que, comme je l'ai expliqué dans un tweet plus tôt aujourd'hui, on va avoir de la cryptographie partout, et par cryptographie, j'entends la multiparty computation, les trusted execution environment, les zero knowledge qu'on connaît bien, et aussi le FHE, donc fully homomorphic encryption. Donc différents types de cryptographie, souvent pour améliorer la confidentialité ou permettre de nouveaux types d'usages. Donc en fonction des besoins, on va prendre telle ou telle ou telle ou telle technologie, donc MPC, TEE, ZK et FHE. Et c'est là où ces fameux VPU vont entrer en jeu, parce que ça va être des processeurs qui seront modélisés spécifiquement pour ce type de tâches. Et grâce à ça, on va pouvoir, avec une consommation énergétique équivalente, potentiellement avoir 10 fois plus de performance qu'une carte graphique. Et c'est ce qu'ils mettent en évidence ici. Vous voyez que, en gros, c'est un petit peu moins flexible qu'un processeur, mais ça reste quand même extrêmement flexible. Et c'est quasiment aussi performant que de l'ASIC et beaucoup plus performant que du FPGA. Donc, il faut savoir que, visiblement, Starknet bosse avec des constructeurs de hardware spécialisés. On n'a pas voulu me donner les noms, mais je sais que c'est en cours. Polygon avec Polygon Midden ont investi directement dans Fabric. Il me semble que sur le site, on a Matter Labs. Matter Labs, c'est ZK Sync. Donc en fait, ZK plus hardware spécialisé égale l'amour. Ça va être une folie et ça va arriver très très prochainement. Et pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce qu'aujourd'hui, en termes de performance, on voit de l'EVM, voilà, on voit du Ethereum, on voit du Solana, on nous parle de 1000 transactions par-ci, par seconde, 10 000 transactions par seconde par-là. Et très souvent, tout ce qui va être ZK, FHE, etc., on nous dit quoi? On nous dit, bon bah ça marche, mais c'est lent. Et si on se retrouve avec du matériel spécialisé, eh ben, on n'aura plus de lenteur et on va profiter de tous les avantages des ZK. Donc ça va être vraiment, vraiment violent. Excusez-moi 2 secondes. Hop. Est-ce que ça vous plaît pour le moment cette petite émission? Si oui, n'hésitez pas à laisser un petit like ceux qui écoutent la rediffusion. Et n'hésitez pas à me le dire aussi dans le chat. J'essaie de vous faire quand même une émission suffisamment complète. Donc on va continuer. Ouais, je fume du CBD, j'ai pas envie de le faire devant la caméra. Voilà, c'est tout. Alors, donc Solana Breakpoint. Il y avait plusieurs stands intéressants. J'ai parlé avec ROM Protocol. Donc ROM Protocol qui est un layer 2 de Solana qui permet à son tour d'émettre ses propres layer 2. En fait, ils ont forké l'OpenStack d'Optimism, ils l'ont adapté. Et le but, c'est de faire un concurrent de Neon.
Donc Neon Labs que vous connaissez bien, qui est en fait un émulateur de l'EVM sur Solana, mais qui apparemment a certains défauts. Alors là, je répète bête et méchant ce que dit Rome, je suis pas développeur, donc je peux pas vous dire, mais voilà, Neon Labs qui est en fait de l'EVM avec de la parallélisation sur Solana, mais qui est apparemment un vrai casse-tête pour les développeurs. Eh bien, Rome nous a dit, bah nous on a repris l'OP Stack d'Optimism qui est bien supérieur, on fait aussi de la parallélisation. Et en fait, eux, leur plus-value, c'est de permettre d'avoir un Layer 2 qui ne se sert pas d'Ethereum comme couche Layer 1 sous-jacente principalement, mais de Solana. Donc profiter d'une latence plus basse, d'un block time plus court, de frais beaucoup plus bas, etc. Donc ça permet de ramener de l'EVM sur l'écosystème Solana, d'avoir de l'interopérabilité totale entre les différents roll-ups de l'écosystème ROM, pour pouvoir avoir des applications partagées, des liquidités partagées, etc. Et donc ça peut être sympa. Donc j'ai pris le contact, on verra si on bosse avec eux ou pas, mais sur le papier, pourquoi pas. On verra. Ensuite, je suis allé voir Star Atlas, que vous connaissez sans doute, qui est un jeu Web3 qui est un petit peu un Star Citizen-like, où ça se passe dans l'espace, tu peux contrôler des véhicules, tu peux utiliser un jetpack. Ils ont aussi rajouté des armes. Alors le jeu est extrêmement beau, hein. Il est loin d'être fini, mais c'est un des jeux Web3 les plus attendus et les plus poussés. Ils ont vraiment envoyé un budget de dingue dessus. Donc je vous l'avais présenté en démo, mais c'est vraiment violent. Et donc depuis peu, ils ont aussi mis en place un système de match à mort par équipe, etc. qui est en train de se construire avec différents types d'armes. Au niveau du gameplay, bon, c'est du Unreal Engine 5, hein, donc ça ressemble un petit peu à du Fortnite, etc. On va pas se mentir. Il y a encore des travaux à faire, mais très sympa. J'étais très surpris. En plus, ils ont intégré la technologie DLSS de Nvidia, donc ça c'est plutôt cool au niveau des performances. Et j'ai pu parler à leur nouvelle responsable marketing, je crois, Growth Marketing, qui est une femme qui a bossé chez Activision Blizzard, qui a bossé sur du World of Warcraft, je crois, sur du Hearthstone, etc. Et donc qui a rejoint l'équipe il y a 1 mois et demi à peu près, et qui est visiblement très bullish sur l'avenir de Star Atlas. Donc je ne manquerai pas de vous tenir au courant par rapport à Star Atlas, bien sûr. J'ai été agréablement surpris. Il y a encore beaucoup d'optimisation à faire au niveau des performances, mais par contre niveau visuel c'est époustouflant. Niveau gameplay il y a des finitions à faire, mais c'est bien parti. Voilà. Ça sera jamais au niveau de Star Citizen. Non, mais après, l'idée, c'est de faire un truc quand même différent de Star Citizen. Hein. Et puis Star Citizen, ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'ils sont dessus. Donc, c'est pas le même budget, c'est pas le même projet. Ensuite, on a Sonic. Alors, Sonic, si j'ai bien compris, c'est une sorte de Layer 2 Ethereum, mais pas dans le sens qu'on a l'habitude de le voir. Pas Ethereum, pardon, Solana, mais pas dans le sens qu'on a l'habitude de voir. En gros, l'idée, c'est de prendre le client de Solana et le modifier de sorte à l'installer sur certains validateurs de Solana, pas tous, pour avoir de la latence plus basse et avoir une boîte à outils pour les développeurs de jeux. Donc il y a des jeux qui vont construire sur Sonic, et l'idée, voilà, c'est d'avoir du gaming Web3 sur Solana, mais avec pas la base de... Enfin, en partant de la base de Solana, mais une base qui est modifiée, maison, pour l'adapter à du gaming. Donc il n'y a pas que eux qui font ça, il y a Magic Block aussi. C'est la même chose, c'est un framework dédié au gaming qui permet de faire 50 blocs par seconde, je crois, donc un bloc toutes les 20 millisecondes, ce qui permettrait potentiellement d'avoir du gaming totalement on-chain. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Là aussi j'ai pris le contact, il faut que je creuse un petit peu plus, mais c'est stylé. Et apparemment tu peux aussi déployer de l'EVM sur Solana à partir de ce truc-là. Ensuite, on a vu un nouveau téléphone mobile, c'est le 2e ou le 3e je crois, téléphone mobile de Solana, qui coûte 450 ou 500 $ à la précommande. Donc c'est un téléphone sous Android avec écran AMOLED, etc. Et en fait, eux ce qu'ils veulent, c'est déjà avoir un mobile avec une sécurité hardware dédiée, plus de la biométrie, donc empreinte du pouce pour éviter les problèmes. Donc l'idée c'est de faire un téléphone ledger un peu, hein, dans l'idée, avec un App Store dédié, et aussi pousser les développeurs de l'écosystème Solana à faire en sorte que leur application, dès qu'elle sorte, elle fonctionne directement, nativement, très bien avec le téléphone. Donc là, c'est plutôt... voilà, moi ce que je comprends de Solana, c'est qu'ils testent plein de choses, il y a des trucs qui marchent mieux que d'autres, et puis ça permet de faire évoluer l'écosystème, donc c'est une approche qui est assez intéressante, je pense. Donc moi j'ai pas précommandé le téléphone, hein, mais c'est vrai qu'il m'a fait un petit peu de l'œil. Après c'est Android et moi j'avoue que je suis devenu un petit peu un golemon Apple. Moi faut me parler d'Apple maintenant.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc le Jumbo Phone. Alors là, on est sur un téléphone à 100 $. Bon, téléphone Web3, mes couilles. Il n'y a pas de sécurité hardware particulière, mais en gros, on a un téléphone avec un OS sympa, un appareil photo, un câble USB-C intégré. Donc un téléphone qui tourne et qui intègre aussi une petite couche logicielle Web3 à l'intérieur. Alors pourquoi je trouve ça intéressant? Parce que typiquement, c'est un téléphone qui va toucher les marchés émergents, donc dans les pays qui ne sont pas très riches. Et puis si tu intègres des logiciels pour pouvoir payer ou recevoir des stablecoins, etc., bah, ton téléphone devient un petit peu ta banque portable. Donc ça peut être sympa en Amérique du Sud, en Afrique, etc. etc. Non, j'ai pas lu la biographie de Steve Jobs. Il faudrait que je le fasse d'ailleurs. Et du coup, c'est quoi le plus par rapport à un Samsung? Bah, c'est juste que là, c'est plus spécialisé Web3. Donc j'imagine que tu lances le téléphone et tu as déjà plein d'applications préinstallées. Et surtout, ça coûte 100 $, tu vois. Donc plutôt stylé. Voilà. Ensuite, on a eu l'occasion de discuter avec Olivier de Solana Mobile, qui est un Français que Picsou avait déjà interviewé. Et donc j'ai pu lui poser des questions un petit peu sur comment ça va se passer sur Solana à court moyen terme. Parce que bon, on voit les effets d'annonce et tout, mais on sait qu'on est dans le Web3, il y a beaucoup de promesses. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que ça a donné? Donc déjà, il nous a expliqué que... bon, pour le moment, on a eu l'annonce Frankendancer... et sur le mainnet, mais je tiens quand même à un petit peu mettre de sel là-dedans. Là, quand vous allez sur le site Validators App, qui est un superbe site pour pouvoir justement voir ce qui se passe sur Solana, qu'est-ce qu'on comprend comme information? Déjà, on a la latence en slot. Donc un slot, je crois que c'est 400 ou 800 millisecondes. Donc en fait, tu peux voir que la finalité d'une transaction sur Solana, déjà, elle n'est pas fixe, elle est variable. Et quand... il y a un enchaînement de création de blocs sur des nœuds qui sont assez proches les uns des autres, on peut avoir une finalité bien inférieure à 1 seconde. Mais on est sur une moyenne de l'ordre de 2 à 6 secondes. Donc, il faut savoir que là, il y a énormément de travaux qui sont faits sur Firedancer, sur Frankendancer, sur Jito et sur Agave, donc les clients, pour améliorer toute la partie networking. Donc, cette finalité, elle va baisser progressivement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques émissions, je vous parle de Sui et de Aptos, et qu'au moment où je vous fais cette émission, Sui est à quelques centimes de dollars de son ATH. On n'en est vraiment pas très loin. L'ATH est à 2,17 $, on est à 2,10 $. Il n'est pas improbable que Sui nous fasse un ATH. Alors, ne me posez pas la question, est-ce qu'il faut acheter, il faut vendre ça? C'est une décision personnelle que vous prenez. Mais c'est très intéressant. Parce que Sui est arrivé avec un nouveau consensus qui s'appelle Mysticity en juillet 2024, qui est en fait un consensus qui permet d'avoir une finalité totale en dessous de la seconde, même si tu envoies du 10 000 transactions par seconde. Aujourd'hui, Solana n'a pas un consensus aussi rapide que Sui parce qu'ils n'ont pas fait les mêmes... ils n'ont pas fait les mêmes travaux au niveau du consensus. Mais, comme je vous ai dit, Solana va améliorer son networking, son consensus, etc. Donc, attendez-vous dans les années qui viennent à voir le block time de Solana baisser. Aujourd'hui, Solana a un block time de l'ordre de 400 millisecondes, je crois, avec une capacité transactionnelle en temps réel, en excluant les transactions liées au vote, de 1000 à 1200 transactions par seconde. Tout ça, ça va augmenter. Donc, qu'est-ce qui va se passer à court moyen terme ? Je pense. Ce qui va se passer, c'est qu'on va voir de plus en plus de clients Frankendancer, parce que pour le moment, il n'y a que dalle. Regardez, on peut voir actuellement que la quasi-totalité des clients sont sur Agave avec la version 1.18.23. On a aussi certains validateurs qui sont sur des clients un petit peu moins à jour. Et on peut voir ça aussi, 2.1.0 et 0.13.007. Alors, celui du bas, c'est Frankendancer. Donc déjà, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que sur les 1400 validateurs Solana, il y en a un seul qui fait tourner Frankendancer. Donc oui, c'est sur le mainnet, oui, l'effet d'annonce, il est sympa, mais pour le moment, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est pas utilisé. Ensuite, 2.1.0, je veux pas dire de bêtises, mais il se peut que ce soit Frankendancer ou peut-être la prochaine mise à jour du client Agave. Mais là, c'est pareil, il n'y a que dalle. Donc, progressivement, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir de plus en plus de clients pour validateurs qui vont switcher sur Frankendancer. Ensuite, une fois que ça va se faire, on va aussi avoir des améliorations au niveau du client Agave, qui est le client utilisé principalement pour les validateurs. Et Solana va pouvoir commencer à pousser son nombre de transactions par seconde. Et donc, si j'ai bien compris, et ça, c'est pas encore annoncé officiellement, mais c'est ce qu'on nous a dit, c'est qu'aujourd'hui, regardez, si vous tapez Coin Academy,
Solana versus Ethereum. Vous avez cet article que je vous ai écrit cet été, qui fait un gros comparatif entre Solana et Ethereum, et je fais un point sur les performances, où je vous explique que voilà, chaque type de transaction a un coût en gaz différent. Bon, on n'appelle pas ça du gaz sur Solana, on appelle ça du compute unit. Et en général, une transaction sur Solana, ça coûte 300 à 450 de compute unit en fonction de si vous souhaitez prioriser votre transaction ou pas. Ok, donc 450 compute unit. En sachant qu'on a 48 millions de compute unit par bloc. Donc on a un nombre limité de compute unit par bloc. Donc dans tous les cas, on ne peut pas pousser les transactions par seconde à l'extrême. Et donc, ce qui va se passer à court moyen terme, donc je pense d'ici la fin d'année ou début 2025, c'est que je pense que les transactions simples, donc envoyer des fonds d'une personne A à une personne B, vont voir leur coût en compute unit qui va baisser. C'est-à-dire que si aujourd'hui on est à 450 CU, et ben peut-être que ça va descendre à 300, 200, 100, 50, etc. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir envoyer de la transaction par seconde. Et donc je m'attends, honnêtement, à court moyen terme, donc début 2025, à voir le nombre de transactions de Solana passer de... Voilà, aujourd'hui on a 500, des fois on voit 700, des fois on voit 1000. Je pense qu'on va passer à 2000, 3000, 4000, voire 5000 très rapidement. Mais ce sera de simples transactions, donc il y aura beaucoup de bots, d'arbitrage, voilà. Mais ça fait gonfler les stats et c'est bullish, voilà. Pour moi c'est bullish en tout cas. Not a financial advice. Ensuite... on va voir d'autres types d'optimisation sur Solana et je vais vous en parler tout de suite. Voilà, donc pour ce qui est des FPGA, VPU et tout, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc on reviendra là-dessus, je vous parlais de Polygon Maiden aussi, mais on va rester sur Solana pour le moment. Donc Solana, ils ont aussi annoncé la ZK Compression, je vous en ai parlé il y a un mois ou un mois et demi je crois. Et il y a eu un talk dédié à la ZK Compression, en quoi ça consiste et à quoi ça sert. Donc, j'ai pas tout compris dans les détails, mais en gros, l'idée, c'est d'utiliser la technologie ZK pour pouvoir compresser quand il y a un vrai besoin de compresser. C'est-à-dire que si tu as un projet comme une application DeFi ou un projet qui veut faire un airdrop, donc tu veux gérer une grosse quantité de données avec une grosse quantité de comptes différents, là, la compression... elle peut avoir du sens. Pourquoi? Parce que ce qui coûte cher sur la blockchain, que ce soit sur Ethereum ou sur Solana, c'est de faire grossir l'état. Donc c'est le fait de dire, voilà, j'ai fait une transaction, donc ce compte A, il perd des sous, ce compte B, il gagne des sous. Tu vois, ça fait grossir l'état, ça fait grossir en fait la base de données, d'une certaine façon. Et donc l'idée avec la compression, c'est de limiter beaucoup l'espace qu'on va prendre sur la blockchain. Donc éviter que la blockchain se mette à peser des terras et des terras. Et ça permet aussi, par exemple, de faire des airdrops de tokens compressés. Et réduire ainsi les coûts par 1000. C'est-à-dire que si tu veux airdrop 1 million de jetons à 1 million de comptes, imaginons. Ils ont donné un exemple, ils disaient avant peut-être que ça allait te coûter 300 000 $ de le faire. Et là, ça te coûtera que 300 $. Donc ça va permettre plein d'usages à très grande échelle. Et Helios Labs, qui est un RPC provider et un écosystème sur Solana, où ils font plein de trucs sur Solana, ont sorti un outil qui s'appelle Airship, qui permet justement facilement de créer votre propre airdrop, pas cher, et de l'envoyer aux personnes de votre choix. Voilà. Donc déjà, Solana, on va voir une baisse du block time. Probablement, aujourd'hui on est à 400 millisecondes, je pense qu'on ira à 200 millisecondes, tôt ou tard, d'ici 2025 ou 2026. On va avoir une multiplication par 5 ou par 10 des transactions par seconde, qui seront principalement de simples transactions. On a une division par 1000 de certains types de coûts, grâce à la ZK compression. On a un nouveau client mobile, pas client mobile, pardon, un nouveau téléphone mobile. Bref, il se passe vraiment beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de choses sur Solana et... je ne fute pas Ethereum, vous connaissez mon avis sur Ethereum, je kiffe de fou. Mais là, Solana, c'est extrêmement violent. Et oui, bien sûr, il se passe aussi énormément de choses sur Sui et sur Aptos. Et je regarde ça avec pas mal d'attention. D'ailleurs, alors Sui, je suis moins renseigné. Mais on vous a sorti un article aujourd'hui où ils ont mis en place une nouvelle technologie qui s'appelle Sillon, qui est en fait une technologie de... c'est un protocole pour Internet, en fait, qui permet de mieux se protéger des attaques de type DDoS, d'éviter les attaques sur le routage de paquets.
Et donc ça permet à SUI d'améliorer sa sécurité au sein de ses validateurs, de se protéger des attaques DDoS et aussi de réduire la latence de communication entre les différents validateurs de l'ordre de 10%. C'est ce qu'on explique ici. Voilà. Donc SUI, excellent. SUI, excellent. Moi j'ai bien discuté avec un développeur sur Solana de Rainfy. Il m'expliquait que en fait Solana c'est de la balle parce que c'est performant, mais c'est une belle galère de développer sur Solana. Pourquoi ? Parce que, voilà, par rapport à Ethereum, en fait, ça existe depuis tellement longtemps que tu as des outils pour tout et n'importe quoi. Solana, comme tu dois penser optimisation dans ton code, tu dois déclarer certaines choses. Alors, je ne suis pas développeur, hein, mais voilà, il y a beaucoup de choses à penser dans ton code. Quand tu commences à mettre un petit peu de complexité dans des applications, ça peut devenir très cassette. Et en fait, de ce que je comprends, l'écosystème Move avec SUI, Aptos, Movement Labs, etc., bah, c'est profiter d'un langage de programmation plus simple, optimisé pour les smart contracts, qui permet là aussi de profiter de la parallélisation des transactions. Mais en gros, tu as les avantages de la parallélisation, donc des performances type Solana, mais tu as aussi les avantages pour les développeurs type Solidity. Donc visiblement, c'est un langage qui est bien meilleur pour les développeurs. Et ça peut être quelque chose qui fait venir des développeurs. Au-delà de ça, bon bah SUI, comme je vous ai dit dans des émissions précédentes, SUI, niveau performance, ça envoie du steak. D'ailleurs, on a fait une vidéo, je sais pas si elle est sortie, je suis pas sûr qu'elle est sortie, mais je crois que oui, sur Coin Academy, où on vous parle des différents Layer 1. Ouais, si, elle est sortie il y a 2 semaines, pardon, c'était avant qu'on parte en voyage. Et on parle justement de SUI, de tous les avantages, donc le fait qu'il soit sorti avec Narwhal et Tusk au départ, donc la technologie du mempool et la technologie pour le consensus, et après qu'ils ont amélioré la partie consensus, etc. Tout ça, on en a parlé. Donc, la market cap de Solana actuellement à SUI et le prix sera bien. Alors, j'ai pas compris ta question, mais il y a beaucoup de gens qui se disent SUI est le next Solana. Moi, je vais vous dire que Ethereum est là pour rester, Solana est là pour rester, Ton est peut-être là pour rester de par toute la partie intégration avec Telegram, à voir. Et SUI Aptos, là, ils ont le vent en poupe, et s'ils gèrent bien leur coup, ça peut le faire. Voilà. On va juste espérer que la promesse de Move soit au rendez-vous, les performances soient au rendez-vous. L'expérience utilisateur, je sais pas trop, j'entends un petit peu tous les sons de cloche, je vois beaucoup de gens se plaindre de l'expérience sur les wallets, etc. Il y a peut-être eu des améliorations par rapport au début, je sais qu'au début c'était pas trop ça. Et au niveau TVL, là ça commence à monter en flèche. Hein. Du côté de SUI, ça envoie du steak, il y a beaucoup de choses sans passer. Non, j'ai pas vu passer Polaris, enfin je crois pas. Je ne crois pas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Oui, alors, en ce moment, j'essaie aussi de passer moins de temps sur Twitter et plus de temps sur les blogs, des blogs spécialisés. Donc, j'étais passé sur Syndica, je vous avais fait notamment une vidéo sur ma chaîne Capet Crypto. Voilà, Capet Crypto, où je vous parlais du client Syndica. Voilà, Solana SIG, Syndica. Donc, il y a un nouveau client qui est en cours de développement comme Firedancer, mais cette fois avec un langage qui s'appelle le ZIG, et c'est un client qui est spécialisé sur de la latence plus basse, qui est spécialisé pour les RPC, qui est spécialisé pour les applications. Bref. Et donc, ils ont sorti un article qui compare tous les clients validateurs de Solana. Je peux vous le mettre en description et dans le chat. Et en scrollant un petit peu, je suis allé sur Validator Economics. Et ça m'a confirmé un petit peu ce que j'avais déjà écrit dans mon comparatif Ethereum Solana, c'est combien ça coûte d'être un validateur sur Solana. Ça coûte entre 40 000 $ et 70 000 $ par an, parce que tu dois payer des sols chaque jour pour pouvoir exécuter des transactions de vote. Donc pour pouvoir être rentable en tant que validateur, bon, il faut quand même un paquet de Solana délégué. Et je voulais savoir combien. Et ils ont mis tout ce qu'il faut. Donc ça se passe ici, Validator Profit Calculator, s'ils en proposent 3. Il y en a un qui est vraiment bon, il me semble que c'est celui-ci. Celui-ci est vraiment bon. Donc en gros, il est à peu près pré-rempli. Déjà, tu mets un yearly cost, c'est combien tu mets en matériel pour faire tourner ton validateur. Parce que souvent, les gens utilisent Amazon AWS ou Latitude ou autre. Donc, il y en a pour 4 500 $. Ensuite, combien tu prends de commission, plus combien tu prends de commission sur les MEV, et combien tu as de jetons stakés sur ton validateur. Alors, regardez, imaginons, tu as 10 000 Solana sur ton validateur, que ce soit tes Solana à toi ou ceux qu'on te délègue. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris de quoi je parle, quand tu vas sur Solana Beach, par exemple, voilà. Solana Beach, tu peux voir
les 1380 validateurs sur Solana. Qu'est-ce que c'est un validateur? C'est un serveur, okay, c'est un ordinateur qui fait tourner un logiciel. C'est le logiciel de Solana. Et ce logiciel, il sert à faire le consensus, donc faire tourner le logiciel Solana, mettre en place les transactions, les ajouter à des blocs, voter ou non par rapport aux autres validateurs, etc. Bon bref, c'est ce qui fait tourner Solana. En gros. Et donc tu peux voir à chaque fois, en face d'un validateur, le nombre de jetons qui sont délégués. C'est pas forcément les jetons du validateur, c'est-à-dire que toi, en tant qu'utilisateur, tu peux déposer en staking tes Solana auprès d'un validateur. En gros, tu confies ta confiance, c'est de la preuve d'enjeu déléguée. Et ce validateur va prendre une petite commission sur l'inflation qui sera créée. Donc, plus tu as de jetons qui te sont délégués, plus tu fais de thunes, en fait, tout simplement. Mais il faut que tu aies quand même un nombre suffisant pour rentrer dans tes frais. D'accord? Là, on peut voir que si je descends bien, déjà, top 500... on est à 60 000 jetons délégués. Top 1000, on est à... Voilà, top 1000, on est à 34 000 jetons délégués. Alors déjà, regardez. Si je mets 34 000 jetons délégués, en sachant que cette estimation, elle est faite en partant du principe que vous utilisez le client Jito, qui est un client qui permet de faire de la MEV. Donc déjà, vous faites des revenus avec la MEV. Si tu es sur le client officiel Agave, déjà tu te mets à 0. Alors regardez ce qui se passe. Si tu es sur un client officiel type Agave, déjà tu perds 7 000 $ par an. Parce que tu payes 45 000 $ de Solana pour voter, tu rajoutes 45 000 $ de coût hardware, ça te fait 50 000 $ de frais. Tu touches un peu de l'inflation, ouais, certes, alors désolé, je passe devant, mais il y a à peu près 22 000 $. Voilà, tu fais de l'inflation... des blocs reward, mais en fait tu rentres pas dans tes frais. Donc déjà 34 000 Solana de délégués chez toi, et c'est énorme hein, 34 000 hein, parce que tu multiplies par le prix du sol actuel. Allez, j'arrondis à 150 hein. Qu'est-ce qu'il a mon clavier? Ok, avec 5 millions de dollars de Solana délégués, t'es à 34 000 sols, t'es même pas rentable. T'es même pas rentable. Il faut que tu ailles sur du 40 000 sols à peu près pour commencer à rentrer dans tes frais. C'est-à-dire que si tu fais pas de MEV, tu es en négatif. Si tu fais de la MEV, bon, tu commences un tout petit peu à dégager des sous. Ok? Donc déjà, d'où le fait beaucoup de MEV, tout à fait. Donc déjà, tout le top de 800 à 1004, ils perdent de l'argent. Donc déjà, c'est chaud. Ça veut dire que Solana va devoir trouver un moyen d'engraisser un petit peu plus ses validateurs parce que pour le moment, ils s'y retrouvent pas. Alors, ce qu'il y a quand même de rassurant, c'est que la Solana Foundation, elle peut vous déléguer quelques dizaines de milliers de Solana pour vous aider. Donc déjà, tu sais qu'une grosse partie de ses clients, ils ont probablement été subventionnés. Donc c'est pas des tokens qui sont à eux, hein, mais ils leur sont délégués. Donc imaginons, là, tu as écrit 34 000, tu en as peut-être 17 000 qui ont été donnés par la fondation. Peut-être quelques milliers qui leur appartiennent à eux, et encore d'autres milliers qui ont été délégués par la communauté, d'accord? Alors, message très intéressant dans le chat, Radix supérieur à Sui, Aptos, Ethereum. Je suis Radix DLT, effectivement, j'en ai pas beaucoup parlé, parce que j'essaie de parler de tout et qu'ils ont moins le vent en poupe, mais on a bossé avec eux, on bosse encore avec eux, et donc c'est un écosystème type Layer 1 qui existe depuis 2018, et ils sont en train de bosser sur une refonte complète du consensus. Alors, Coin Academy Radix, normalement, on a mis en ligne hein, une version à jour. Voilà, 1er août. Dans cette version à jour, on vous explique tout ça. Voilà. C'est un gros Layer 1 à surveiller. Et en gros, ils bossent beaucoup sur du sharding, un peu comme NIR Protocol. Et eux, ils annoncent entre 1 et 2 millions de transactions par seconde sur le testnet. On verra sur le mainnet ce que ça va donner. J'y mets quelques réserves, mais en tout cas, ça a l'air d'être vraiment puissant. Et il faut savoir que... ils ont mis en place une campagne d'incitation économique pour tester l'écosystème, qu'on vous a présenté aussi sur Coin Academy hein, pour les intéressés. Je ne sais pas si elle est encore en cours, mais dans le doute, je vous en parle. Et après, je lis vos messages, parce que je vois des messages intéressants dans le chat. Voilà, Radix, voilà, gagne 20 € en découvrant la DeFi, voilà, RadQuest. En gros, tu télécharges le wallet Radix Wallet, bon, vous ne le verrez pas, mais je l'ai mis. L'expérience utilisateur de Radix est la meilleure expérience utilisateur que je n'ai jamais vue dans l'écosystème crypto. Voilà, pour le moment, je n'ai pas vu mieux. Pourquoi? Parce que c'est un peu chiant à mettre en place. Tu dois mettre en place une extension navigateur sur le PC. Bon, bah la voici du coup. Tu mets un Radix Wallet Connector. Tu en mets un
sur le téléphone, mais après c'est seamless. C'est-à-dire que on nous a habitués, voilà, quand tu veux utiliser une DApp, tu dois lancer par exemple MetaMask ou Rabi ou autre sur ton téléphone et ensuite aller sur une page internet depuis le wallet. Là en fait non, tu restes sur ton wallet Chrome ou Safari, pas ton wallet, ton navigateur Chrome ou Safari, et la connexion Radix, elle se fait hyper bien. Donc vraiment niveau expérience utilisateur, je suis choqué. Par contre, voilà, il faut apprendre un nouveau langage de programmation, il n'y a pas encore énormément d'applications dessus. Donc l'infra peut être très bonne, il faut qu'il y ait de l'applicatif derrière, et moi je leur souhaite. Mais je pense que Radix est à surveiller, et c'est pas un conseil d'investissement, je vous dis pas ça parce qu'on va bosser avec eux, pour vous dire les choses telles qu'elles sont. Moi j'ai dit à mon gars Hugo, va les voir. Moi j'ai entendu parler de Radix il y a un bon moment, ils ont bonne presse, ça peut valoir le coup. Ils ont été ok de bosser avec nous, et c'est une grande fierté de bosser avec un Layer 1 comme ça, parce que ils sont moins connus, ils sont là depuis 2018, donc c'est pas du genre à vouloir se barrer avec la caisse, et je pense que s'ils arrivent à mettre en place leur consensus comme voulu, ça peut faire très très mal. Donc je leur souhaite. Et ce nouveau consensus s'appellera Xian, voilà, je voulais pas dire de bêtises, Xian. Il est basé sur Rust, le langage, donc all good. Oui, après ça, faut voir ce qu'en disent les développeurs de leur côté. Voilà, bref. Donc il y avait eu un gros pavé là, mais du coup niveau décentralisation, si la personne qui te paye est la même que 400 autres validateurs sur la pool, c'est beaucoup non? J'ai pas compris ce message là. Le nombre de validateurs qui possèdent 33% des jetons sol permettrait de stopper la chaîne. 19 validateurs, mais tous à la fondation bien sûr. Alors je crois pas la Gogoun, parce que il me semble justement que le top 33 des validateurs de Solana ont interdiction d'être subventionnés par la fondation. Il me semble que ça fait partie des règles d'or. Effectivement, il est question de 19 validateurs. Mais ça aussi, c'est à la communauté de ne pas constamment venir déléguer aux mêmes. C'est à la communauté d'essayer de déléguer à d'autres. Donc voilà. Mais c'est un problème qui existe un petit peu sur Ethereum aussi, tu vois. Voilà. Quoi d'autre, les copains? Ça fait combien de temps qu'on est ensemble en live? Ça fait 52 minutes. Putain, je parle. Laissez-moi boire du coup. Voilà. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Toujours sur Solana. Je vais parler de Polygon, tout à fait. Toujours sur Solana, donc il se passe un petit peu côté d'épine aussi, des trucs sympas à surveiller en tout cas. Le plus intéressant, tu nous fais la TA aussi? Non. On fera un petit point rapide si tu me le rappelles, mais très rapide. Donc Helium, c'est un écosystème pour de l'IoT, réseau 4G, réseau 5G, où en fait les gens peuvent... redonner de leur bande passante et gagner des jetons comme ça. Donc en fait c'est un réseau alternatif mobile, opérateur mobile. Ils ont mis en place il y a quelques temps un abonnement à 20$ par mois qui permet de profiter de ce réseau. Et apparemment ça se passe très bien. Donc déjà il y a 100 Tera de données qui ont été transférées au niveau d'Helium. Donc très sympa. On a également Kyle qui nous a dit que son fonds Multicoin Capital ont investi dans d'autres projets d'épines sur Solana, donc Pipe, Gradient et Crunch. Je me le suis noté mais j'ai pas encore regardé de quoi il s'agissait. Et on voit aussi que Helium fait des petits revenus. On est déjà à 1 million de data credit qui a été burn depuis leur passage sur Solana en avril 2023. Donc c'est pas gigantesque, mais c'est sympa. Et surtout, pour le coup, ça sert vraiment à quelque chose. Parce que là, on parle typiquement d'un réseau 4G, 5G pour son téléphone. Et quand tu tapes Helium Map, tu peux voir la répartition des hotspots Helium à travers le monde. Donc, il y en a absolument partout aux États-Unis, partout en Europe, partout en Chine. Et tu en as même un tout petit peu en Malaisie, en Indonésie, en Thaïlande. Donc, petit à petit, c'est sympa. Même en Australie, d'ailleurs. Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Amérique du Sud. Franchement, c'est lourd. Non, c'est pas fake. Pas que je sache. En tout cas, les gens en ont l'air bien contents. T'as parlé d'une explosion de marché à venir dans les tweets récents. Qu'est-ce qui te fait penser ça concrètement? J'ai l'impression qu'il n'y aura plus de bull run, moi. Alors, très bonne question, frérot. Première chose. On remet le micro. Je vais vous casser les oreilles avec le micro. Non, j'ai pas. On a eu un cycle de 2017 où on a été vraiment dans le boom des ICO, des altcoins, etc. Truc de ouf, avec énormément d'impression monétaire. Un cycle de 2020-2021 post-Covid avec énormément d'impression monétaire. Et depuis, augmentation des taux, pas d'impression monétaire, crash FTX, les gens sont bears, etc. Bon.
Moi, personnellement, je suis permaboule. C'est-à-dire que moi, ce marché, j'y crois dur comme fer. Je pense qu'il a énormément d'avenir. Et comme vous, il me déçoit souvent en me disant « Putain, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de trucs qui servent à rien, ça fait chier. » Mais s'il y a bien un truc que je crois, c'est en la capacité de ce marché à se retourner de manière fulgurante. Mais à chaque fois, il y a un retournement qui est drivé par des innovations qui plaisent et qui plaisent surtout à des gens qui ne sont pas intéressés aux crypto. En 2017, ce qui a plu, c'était les ICO, donc la capacité à lever de l'argent facilement. En 2020 et 2021, ce qui a plu, ça a été respectivement la DeFi et les NFT. En 2024, bon, pas de grand mouvement parce que pas d'innovation technologique, on va dire, révolutionnaire. Mais là, qu'est-ce qui est en train de se passer? On a Ethereum qui va de plus en plus loin dans sa roadmap roll-up-centrique avec des roll-ups qui vont être de plus en plus puissantes. On va avoir donc l'abstraction de chaîne, l'interopérabilité de mieux en mieux, etc. On a un Solana qui devient meilleur. On a aussi Sui et Aptos qui sortent la tête de l'eau. On va avoir des layers 2 basés sur Eigenlayer type Mega ETH, qu'est-ce qu'on a d'autre, Layer N, etc. Où en fait, en gros, la problématique de mon infra, elle n'est pas assez puissante, elle est trop lente, c'est bientôt fini. On va rentrer dans un monde où l'infra, c'est pas ça qui nous fera bander, ce sera les applications. En tout cas, c'est ce que je pense. Pas tout de suite, hein, mais dans les mois qui arrivent, c'est ce qui va se passer. Et les gens, le Pékin moyen, il en a rien à foutre de l'infra. Que ta chaîne, elle fait 100 000 transactions par seconde ou 1 million de transactions par seconde, il s'en bat les couilles. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner des sous, s'amuser et que ça marche. Très simple. Donc, en crypto, en bull run, on s'amuse. En bear market, on s'amuse pas. Bon, souvenez-vous, 2017, Twitter, c'est trop drôle, il y a des mimes, on se régale. 2021, c'est pareil, tout le monde est à fond la caisse, tout le monde tweet sur les cryptos, tout le monde a envie de comprendre ce qui se passe avec les cryptos, tout le monde vous en parle, on s'amuse, voilà. On gagne des sous et on veut que ça marche. Pour ce qui est du on veut que ça marche, voilà, les gens se plaignaient, Ethereum c'est trop cher, c'est plus le cas. Solana, ça buguait. C'est plus le cas. Et en plus, avec Firedancer, normalement, les crashs de Solana, ça devrait être définitivement terminé. Je mets une réserve, on verra, mais normalement, ça devrait être définitivement terminé parce que ce ne sera pas les mêmes clients. Ce qui nous manque, c'est les applis. Et donc, là, avec tout ce qui arrive, technologie et Layer 1 surpuissant, etc., il n'y a plus d'excuses pour qu'il n'y ait pas des bonnes applis. Donc, pour moi, c'est très simple. Si d'ici 4 ans, on est encore en train de se branler sur l'infra, elle est trop rapide, les cryptos c'est le futur, mais qu'on n'a pas d'appli, ce marché est un bullshit pas possible en dehors de la finance. Parce qu'il y a quand même des applications pour ce qui va être des stablecoins, de la finance décentralisée, donc prêter, emprunter, swapper, de la tokenisation, donc tout ce qui va être real world asset, DePIN, intelligence artificielle aussi. Donc il n'y a pas de raison que ça bouge pas. C'est juste que voilà, il y a plein de projets innovants qui ont levé de l'argent, qui sont en train de build, mais qui ne sortent pas leurs jetons ou qui ne poussent pas niveau marketing parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que le marché va repartir. Dès que le marché va repartir, les airdrops vont tomber, les nouveaux jetons vont sortir, ça va tout péter d'un coup. Là, tout le monde attend. Hein. Moi, j'ai investi dans plein de projets en pre-sale avec Picsou et compagnie. Le nombre de projets qui devaient sortir leurs jetons soit en mai, soit en juin, soit en juillet, il y en a plein, hein, des Peak Network, des Oxia Origin, des tout ce que vous voulez, il y en a plein. Eux, ils attendent une chose, c'est que ça reparte. Et quand ça va repartir, tout le monde va dégainer, tout le monde va dépenser en marketing, ça va péter d'un coup, et tout le monde va se réveiller. Et c'est toujours comme ça, tout le monde va se réveiller d'un coup. Que penses-tu de Kaspa, retour des KRC20, mais pas encore de smart contract? Alors moi, Kaspa, je pense que c'est de la frappe. Kaspa, je pense que c'est sincèrement de la frappe. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un bon bout d'innovation sur le Proof of Work, parce que avant la limite du Proof of Work, c'était, voilà, on met un temps de bloc assez lent pour qu'il y ait de la chance pour tout le monde. Là, avec Kaspa, on est sur une architecture de type graphe acyclique orienté, avec une finalité de l'ordre de quelques secondes, tout en restant Proof of Work, sans avoir des machines de fous furieux, etc. Et la prochaine étape, c'est les smart contracts. Donc, ce ne sera pas pour tout de suite. Mais je pense que Kaspa, c'est un beau petit bijou. Alors, on reste dans le marché des crypto-monnaies. Hein. Le prix peut se mettre à fondre. Les gens peuvent passer biriche du jour au lendemain, etc. Mais le sous-jacent technologique est exceptionnel. Le sous-jacent technologique est exceptionnel. Donc, Kaspa à surveiller. Je n'en ai pas, mais ça pourrait changer.
Ensuite, on devait parler de Polygon. Mais avant de parler de Polygon, je vais reprendre un petit peu toutes ces notes-là. Ah bah, de toute façon, on a Polygon Maiden, donc je vais tout enchaîner. Bon. Tweet très intéressant de Joestar qui nous dit IO.net génère plus de revenus qu'Akash. Bon. Moi, IO.net, sur le papier, je kiffe. L'idée d'avoir une grosse infrastructure de cartes graphiques et de processeurs, sauce Web 3, de casser les prix, etc. Sur le papier, je kiffe. Dans les faits, apparemment, ils cassent pas les prix. Il y a eu beaucoup de drama sur le vrai nombre de cartes graphiques qui sont sur leur réseau, où ils se sont justifiés en disant on ajoute du proof of work, etc. Bon, j'ai mis quelques réserves. Juste, j'ai mis quelques réserves. Je ne cracherai pas dessus. J'ai beaucoup de respect pour ce qui a été fait. Mais attention à ne pas être over bullish. Par contre, niveau price, bon, niveau price, c'est correct. Pardon, IO, parce qu'il va pas me le trouver autrement. On est sur 1,5 milliard de FDV pour 180 M de market cap. Donc ça a bien fondu depuis le listing. Peut-être qu'il va falloir laisser fondre encore un petit moment. Mais c'est sympa. En concurrent direct, on a Aetir aussi, qu'on a rencontré d'ailleurs à Singapour. On va essayer de bosser avec eux. Donc c'est un petit peu la même logique, mais un peu plus pensé pour le gaming de leur côté. Plus de market cap, plus d'évaluation après dilution. Pareil, c'est à voir. Donc IONET à surveiller. Et moi je pense que tout ce qui est d'épines, IA, etc., il ne faut pas lâcher du regard en crypto parce qu'il y a moyen que ça reparte de manière assez violente. On a vu également les Émirats Arabes Unis qui vont supprimer la TVA sur les transactions crypto. Alors, j'ai pas regardé en détail, mais déjà que cette partie du monde au Moyen-Orient était très pro-crypto, là, ça va encore plus dans ce sens-là. Donc, très, très, très cool. Et aussi, on a une proposition de changement drastique sur Ethereum où on passerait d'un block time de 12 à 8 secondes. Alors, il faut savoir que sur Ethereum, il y a eu beaucoup de débats sur comment augmenter les capacités du Layer 1 sans foutre le bordel. Donc, à la base, ils voulaient augmenter le nombre de gaz limite par bloc. Et en fait, ils se disent, bah non, est-ce qu'on réduirait pas plutôt le block time de 12 à 8 ? En restant à 8, ça ne bride pas beaucoup le réseau. Parce que ce qu'ils veulent, c'est que les solo stakers n'aient pas de problème. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Des gens qui n'ont pas des connexions internet de fou, ni des PC de fou, doivent pouvoir être en capacité de continuer de participer au consensus. Donc, de passage de 12 à 8 secondes, ce serait le sweet spot. Ça permettrait quoi ? Ça permettrait des transactions plus rapides, des based roll-up, c'est-à-dire des roll-up qui partagent le set de validateur du Layer 1 avec leur Layer 2, qui sont eux aussi beaucoup plus rapides. Je pense à Taiko et à d'autres. Et je pense que cette proposition, elle va passer potentiellement l'année prochaine avec le hard fork Petra. Donc, affaire à surveiller, mais ça peut être sympa pour rendre Ethereum un petit peu plus rapide. On a également le layer de Base qui augmente la taille de ses blocs progressivement. Je pense vous en avoir parlé dans une émission précédente, mais laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Encore une fois, si vous m'écoutez sur YouTube, vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, à liker, à me laisser un commentaire tout de suite pour me dire « Merci Capet, t'es le plus beau, t'es le plus fort ». Ok, t'es le plus gros bandeur d'Asie qui existe sur cette planète, mais on te kiffe quand même. Franchement, t'es beau gosse. Bon, pas aujourd'hui avec ton gros star sur la gueule, mais laissez-moi tranquille, les gars. Je reviens de voyage, je suis fatigué, je suis malade. Donc, laissez-moi tranquille. Non, je rigole. C'était histoire de mettre un petit peu d'humour. Abonnez-vous sur YouTube, les losers. J'enlève le mot loser, mais abonnez-vous quand même. Donc, reprenons. Au niveau de l'activité, pour le moment, c'est surtout du Xai, du Base, du Gravity. Ok, donc Xai c'est un layer 3 sur Arbitrum qui est adapté pour du gaming. Pour le moment, le problème de Ethereum, c'est qu'on peut difficilement faire plus de transactions tant que Ethereum ne se mettra pas à jour. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces trois roll-up là, qui sont tous des optimistic roll-up, à ma connaissance, ils prennent toute la place. Okay, les IK roll-up peuvent permettre de pousser à outrance les transactions par seconde sur Ethereum, mais putain, vous me faites très de con. Qu'est-ce que je disais ? Oui, pour le moment, il n'y a pas un gros usage des IK Rollup sur l'écosystème Ethereum. On va pas se mentir, quand tu vas sur Grow the Pie, ouais, c'est ça, Grow the Pie, tu regardes un petit peu la bande passante. Voilà, la bande passante, elle est monopolisée par Base. Alors, souvenez-vous, la dernière fois qu'on s'est vu en masterclass, Base faisait du 10 mégagas par seconde. Ensuite,
on est passé à 11 mégagaz, et là on est à 12 mégagaz. Et en fait, Base, toutes les semaines, va augmenter un petit peu son nombre de mégagaz par seconde, donc son nombre de transactions par seconde maximum, pour aller tendre, de ce que j'ai lu, jusqu'à 60 mégagaz seconde. Donc déjà, on va prendre un x6 très rapidement sur Base. J'ai eu l'occasion de discuter avec des représentants de Coinbase également lors du token 2049. Base a pour le moment un séquenceur centralisé, mais visiblement, quand la mouvance sera là, Base n'hésitera pas à passer sur un réseau de séquenceurs décentralisés comme les autres. Donc moi, ce que je pense, c'est que dans les semaines qui arrivent, dans les mois qui arrivent, il y a un Arbitrum ou un Optimism ou un Base. Bref, il y en a un qui va appuyer sur le bouton, qui va dire « Allez, le séquenceur centralisé, on arrête. On passe au séquenceur décentralisé. » Du coup, tous les autres vont se faire pointer du doigt. Et tout le monde va passer sur un réseau de séquenceurs décentralisés. Tout le monde va le faire en même temps, à quelques semaines, mois près. C'est juste qu'il faut qu'il y en ait un qui appuie sur le bouton. Pourquoi on n'appuie pas sur le bouton tout de suite? Parce qu'avec un séquenceur centralisé, on a plus de performance. Et en plus de ça, ça leur permet aussi de collecter de la thune parce que ils marchent sur nos cotes, hein, tout simplement. Donc, Base, on a commencé, je crois, à 5 mégagaz par seconde. On est passé à 10, là on est à 12. Et on va tendre à 60 sur du court moyen terme. Et beaucoup plus sur le long terme. Ok. On a également des nouvelles de Starknet. Alors Starknet qui a mis en place pas mal d'optimisation pour paralléliser les transactions récemment. On vous a fait une vidéo dédiée sur la chaîne de Coin Academy. On a eu une pointe à 500 transactions par seconde et des vraies transactions par seconde. Et toutes les optimisations n'ont pas encore été mises en place. La prochaine optimisation qui va arriver sous peu s'appelle Cairo Native, qui est en fait une optimisation au niveau du code qui fait que on a moins de latence pour l'exécution du code, etc. Cette optimisation devrait multiplier par 2, voire par 4 la capacité transactionnelle de Starknet. Donc comme l'a expliqué Federico, qui est le CEO de Class Lambda, une boîte spécialisée en cryptographie qui bosse avec tous les gros, il bosse avec zk-Sync, avec Starknet, etc. etc. Les demi-transactions par seconde sur Starknet, ça arrive très prochainement. Et c'est des vraies transactions par seconde. C'est pas un mélange de transactions par seconde et de transactions de bot. Donc, on va commencer à avoir des roll-ups de plus en plus performants. En parallèle de ces demi-transactions par seconde sur Starknet, on a aussi Kakarot qui va bientôt arriver. Donc Kakarot qui à la base est en fait de l'EVM sur Starknet, mais il commence à parler de multi-VM, ZK Rollup. Donc je m'attends potentiellement à ce que Kakarot dans le futur fasse de l'EVM, de la Solana VM, peut-être de la Move VM, ce genre de choses. J'ai pas l'info, mais je pense que c'est ce qui va arriver. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en se basant sur la stack technologique de Starknet, on va pouvoir utiliser la VM native de Starknet, mais on va pouvoir aussi en surcouche faire passer de l'EVM, de la Solana VM, du Move VM, etc. Donc sur l'écosystème Starknet, avoir les différents types de VM, tout ça avec la technologie ZK. Et si je suis désolé Valentin, mauvaise nouvelle, c'est quasiment que des FR chez Kakarot. Mais ils sont sérieux. C'est des devs, c'est pas des marchands de tapis. C'est des devs, donc ça devrait plutôt bien se passer. Et on a dans les advisors, angel investors, Vitalik Buterin. Voilà, si jamais. Voilà, on a aussi la roadmap de Polygon Maiden. Donc Polygon Maiden qui est le plus gros concurrent de Starknet, dans le sens où ce ne sera pas de la ZK EVM, ce sera de la technologie ZK, certes, mais avec une machine virtuelle dédiée. Ok, qui exploite apparemment Kakarot et Nicolas Baca. Nicolas Baca, qui est investisseur, je crois, dans Kakarot, mais qui fait pas partie de l'équipe. Hein. Bref, excusez-moi, je dévisse. Revenons-en à Polygon Maiden. Donc, pour vous donner l'historique, à la base, Maiden n'appartenait pas à Polygon. Maiden devait être un projet ZK, un petit peu comme Mina et d'autres, à part. Et en fait, l'équipe, le projet ont été rachetés par Polygon. C'est pour ça que ça s'appelle Polygon Maiden. Polygon qui investit sur plein de technologies différentes en même temps. Et donc là, on est sur un concurrent de Starknet qui n'est pas encore sorti. Donc on n'a pas de jetons encore. Et l'idée, pareil, c'est de faire de la ZK VM ultra haute performance. Donc sur du court terme, on nous explique qu'on fera du 100 transactions par seconde au tout début, mais que progressivement, ça va aller beaucoup plus loin. Comment ? Et bien notamment, alors, avec de l'accélération matérielle hardware. Comme je vous en parlais plus tôt dans l'émission, on a cette fameuse entreprise qui s'appelle Fabric Cryptographie,
qui construisent ce qu'on appelle des VPU, qui sont en fait des coprocesseurs un petit peu comme des cartes graphiques, mais spécialisés dans la cryptographie. Ok ? Donc pour tout ce qui est ZK, TEE, MPC, FHE, etc. Polygon, je crois, a investi 5 millions dans Fabric. Et ils bossent main dans la main avec Fabric pour leur dire, bon bah voilà, moi j'ai besoin de faire telle fonction dans mon code avec de la ZK, etc. Aujourd'hui c'est lent, comment on peut améliorer ça? Et donc, eh bien, Fabric bosse sur un processeur dédié à la cryptographie, c'est-à-dire que l'idée c'est que ton information, elle soit la moins ralentie possible quand elle circule. Parce que quand tu regardes un processeur, par exemple, je vais prendre CPU AMD Ryzen Zen 4 architecture. Je vais pas vous faire un cours d'hardware aujourd'hui, mais c'est bien pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Est-ce qu'on peut avoir... on va prendre ça, voilà. Et ça. Voilà, bon. Vous voyez, ça c'est un processeur AMD, pardon. Ça c'est un processeur AMD avec, en fait, un nombre de cœurs d'un côté, un nombre de cœurs de l'autre, un composant qui synchronise les cœurs entre eux pour avoir une certaine homogénéité dans la latence du processeur. Et ensuite, à l'intérieur du processeur, tu vois, tu as différentes choses. Tu as ton cache de niveau 1, ton cache de niveau 2, ton cache de niveau 3. Donc, en fait, ton cache, c'est un petit peu comme de la RAM en encore plus rapide que de la RAM, où tu vas stocker certains types de données. C'est-à-dire que si tu dois accéder très rapidement à un type de données, bon bah tu le mets sur le cache de niveau 1. Si tu as besoin de stocker une plus grosse quantité de données et que tu as besoin de moins de vitesse, bah tu vas être sur le niveau 2 ou niveau 3. Donc en fait, à chaque fois, dans ton code informatique, tu vas spécifier toutes sortes de choses et tu vas essayer d'optimiser en fonction de ton processeur. Ok ? Mais ce qui se passe, c'est que souvent, tu vas te retrouver avec un ordinateur, donc avec un processeur, de la RAM et une communication entre le processeur et la RAM qui va être limitée par... différentes choses au niveau hardware, etc. Donc eux, ce qu'ils ont voulu faire, c'est penser à un processeur où l'information circule plus rapidement pour multiplier potentiellement par 10, directement par 10, les capacités du processeur par rapport à un processeur conventionnel pour faire de la cryptographie. Donc, on peut s'attendre à un bon petit x10 pour les transactions par seconde, très rapidement, pour tout ce qui va être ZK, que ce soit les ZK EVM, que ce soit Starknet, que ce soit Polygon, Midon, etc. Et ça va arriver en 2025. Ça va arriver en 2025 très rapidement. Donc, vous avez Fabric Technologies qui fait ça. Donc, je vous laisse le lien en description. Et tu as une autre entreprise qui s'est spécialisée là-dedans aussi, que j'ai noté, qui s'appelle Axil. C'est Joestar qui en a parlé tout à l'heure. Et eux, c'est pareil, ils développent ce qu'ils appellent des ZK ASIC. Mais c'est la même chose, hein. C'est des processeurs dédiés à de la cryptographie. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Toujours sur Polygon, bah, je crois que c'est à peu près tout, hein. Voilà. Je sais aussi qu'Amazon propose ce qu'ils appellent des serveurs avec de la technologie FPGA. Donc là, c'est pareil, c'est pour effectuer des calculs un petit peu spécifiques. On sait par exemple que la démo de Solana FireDancer a été faite sur des nœuds Amazon répartis à travers le monde, mais ce sont des nœuds Amazon F1 qui exploitent la technologie FPGA. Voilà. Parle-nous de RISC-0 et de l'EVM, c'est une excellent message. Je vous en parle tout de suite. Je vous ai effectivement fait un tweet tout à l'heure au sujet de RISC-0. Donc RISC-0, c'est quoi? C'est un coprocesseur ZK, en quelque sorte. En gros, eux, ils mettent en place une boîte à outils pour permettre aux développeurs de développer des programmes en Rust très facilement et profiter des avantages de la technologie ZK. Parce que jusqu'à présent, il fallait avoir des connaissances approfondies en ZK et développer sur mesure ses contrats, son code, etc. pour pouvoir exploiter ces technologies. Eux, ils fournissent la boîte à outils en fait. Et donc, ils ont annoncé Boundless. Et l'idée de Boundless, c'est de pouvoir avoir des smart contracts qui sont exécutés off-chain, mais dont la preuve est certifiée on-chain. L'idée, en gros, c'est quoi? C'est que, comme vous le savez, je vais prendre plusieurs exemples. Etherscan, gas limit. Voilà, je vais prendre GrowThePie. Voilà, je vais prendre Paradigm Road to 1 gigagas per second. Est-ce qu'on a le tableau? Voilà, c'est parfait, j'ai tout. Bon. Le gaz, c'est une unité de mesure qui permet de définir un droit à la consommation, d'une certaine façon.
Donc on sait que sur Ethereum, on a 30 millions de gaz par bloc. Chaque action pour des transactions, des additions, des soustractions, des multiplications, vérifier le solde d'un compte, etc. a un coût en gaz. Et donc plus votre application est complexe, comme par exemple minter des NFT, swapper des jetons, swapper toutes sortes de jetons en même temps. Bref, plus c'est complexe, plus ça consomme de gaz. Et comme tu es limité par le gaz, c'est chiant. Déjà c'est chiant parce que tu es limité au niveau de la complexité. Et cette complexité, elle a un coût. Plus ton application elle est complexe, plus ta transaction va coûter cher sur Ethereum. Jusque-là, on est d'accord. C'est pour ça qu'il y a eu cette volonté de ne plus parler en transactions par seconde, mais bien en mégagaz par seconde. Et on peut voir que pour chaque roll-up, le nombre de mégagaz par seconde est limité. Ok? Comme vous avez vu, Base c'était 5 et maintenant on est à 12. Ok? Et ben Risk, ils vous disent, fuck les limites, ta complexité... Tu la fais pas on-chain, tu la fais on-chain. C'est-à-dire, tu fais une application EVM, elle est exécutée off-chain, mais grâce à la technologie ZK, on peut s'assurer que l'exécution elle est conforme et on stocke uniquement une preuve de ces exécutions on-chain. Donc par exemple, si on a un smart contract qui fait 1 200 000 millions de gaz, en fait ça prendrait... plusieurs blocs à lui seul d'exécuter ce smart contract. Et là, tu le fais off-chain et tu stockes uniquement la preuve qui va coûter 300 000 de gaz. C'est à peu près... Attends, si je vais... Excusez-moi. Si je vais ici, 300 000 de gaz, c'est quoi à peu près? C'est un swap. Voilà. Ça coûte le prix d'un swap. D'exécuter une opération extrêmement complexe. Donc du coup... on se retrouve à débloquer complètement les limites de l'exécution. Alors, ils viennent de faire l'annonce, maintenant il faut que les développeurs comprennent, s'en servent, mettent en place des applications. Donc, on ne va pas jouir de ça tout de suite. On va voir ça en 2025, peut-être 2026. Mais grâce à la technologie ZK et grâce à l'accélération matérielle, comme on l'a vu ensemble avec les VPU et les FPGA, les performances vont être débloquées, mais on va plus faire des x2 ou des x5. Là, on va faire des x10, des x100 en termes de performance. Et donc, on n'aura plus ces problèmes au niveau de l'infra. Là, il va falloir balancer des belles applications. Donc, pour répondre à ce que me disait la Gougoune tout à l'heure, et je ne sais pas si c'est parce que vous parlez plus dans le chat ou que ça fait un moment, non, c'est parce que vous parlez plus dans le chat, vous êtes trop attentif, visiblement. Comment ne pas être bullish sur le marché des cryptos quand tu vois ça? Entre la ZK Compression sur Solana, les AVS et Gunlayer avec des trucs plus basse latence, beaucoup plus performants. Maintenant on a ça avec la technologie ZK via RIS0. Franchement c'est hyper violent ce qui se passe niveau technologie. Mais il faut que ça suive niveau application. Faut être focus pour suivre là. Ouais, c'est très très technique. Donc écoutez, j'ai bien parlé, ça fait 1h20 d'émission, ça fait une belle émission. Il y aura plein de trucs à voir, plein de conférences que je vais me regarder de mon côté cette semaine. On va se faire d'autres émissions, bien sûr. Il faut que je vous parle d'Ultra aussi. Parce qu'il se passe des choses. Il se passe plein de choses, en fait. Donc, c'est pas forcément évident de tout suivre. J'essaie de vous résumer tout ça. Je vous mets les liens utiles en description. Rien à signaler sur Multiversix. Non, c'est pas vrai. Multiversix... ils ont annoncé Onefinity Chain il y a un certain temps, qui est en fait une chaîne... EVM compatible, mais aussi multi-VM. Donc apparemment c'est très performant, tu as de la parallélisation, ça gère le VM, ça gère la Space VM de Multiversix, et donc ça va permettre aussi de faire venir des développeurs EVM sur l'écosystème Multiversix. Donc est-ce que ce sera suffisant? Je ne sais pas, mais en tout cas ça bosse aussi sur Multiversix. Tu prends des trades des fois? En ce moment pas du tout, mais je pense que je vais m'y remettre parce que bon voilà, je suis permabull, mais j'ai la conviction que là avec les élections qui arrivent, les sous-jacents technologiques ultra puissants, le marché il peut exploser à tout moment. Le marché peut exploser à tout moment. D'ailleurs, tu as une petite vidéo du Tron. Je fais un petit coucou au Tron que j'ai regardé rapidement tout à l'heure. Crypto, Bitcoin, le boulot se confirme. En fait, on a Tonton qui nous explique que pour le moment, bon, pour lui, ça ressemble pas à un top de marché. Ça ressemble à une consolidation. Que la consolidation, effectivement, elle dure depuis 3 mois. Elle peut encore durer 3 mois de plus, peut-être. Mais que pour lui, sa conviction, c'est que tôt ou tard, on va casser cette tendance, on va peut-être s'en servir de rebond, et puis on va toucher un nouvel ATH, et puis peut-être même qu'on va aller toucher, je sais pas moi, 80 000, 90 000, 100 000 dollars le Bitcoin, je ne sais pas. Surtout que si, face à ça, d'un point de vue économique, on a les élections, on a la baisse des taux d'intérêt, et création de nouvelles monnaies pour
réaccélérer l'économie, parce que ça commence déjà un petit peu, bah, tous les feux sont au vert, quoi. Donc espérons-le. On sait juste pas quand, mais voilà. Moi, je me prépare en tout cas. J'envoie toujours du fonda. Niveau business, on va continuer. De toute façon, Coin Academy, on est là, vous le savez. Donc, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois. On vous a sorti une petite vidéo sur les projets IA. On vous parle de BitTensor et d'autres projets que vous connaissez peut-être pas, qui peuvent vous intéresser. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. N'hésitez pas à vous abonner. Et on a d'autres vidéos très sympas qui arrivent. Donc, je vous dis à plus. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao tout le monde. Et laissez un petit like, ça fait plaisir. Ciao.